De tous les peuples trolls, les Dracari étaient les plus redoutés. Ils avaient triomphé des nuées infinies des Akyr. Ils avaient survécu aux légions et aux sorciers elfes de la nuit, surmonté le déchirement du monde. Pendant 16 000 ans, rien n'avait su briser leur empire. Puis vint un ennemi qu'ils ne pouvaient vaincre. Pour gagner quelques jours de plus, ils commirent l'impensable. Ils sacrifièrent leur propre dieu sur l'autel du désespoir. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire funeste de l'Empire Dracari, le plus brutal, le plus solitaire, et certainement le plus tragique de tous les empires des trolls. Voici fort longtemps, à l'aube du monde, alors que Kalimdor était encore un immense continent unique, la race des trolls s'était étendue sur la plus grande partie d'Azeroth. Certains avaient investi les jungles profondes et moites du sud. D'autres avaient peuplé les épaisses forêts du cœur du continent. Quelques-uns, moins nombreux, s'étaient installés aux sommets enneigés des montagnes et aux portes glacées du Grand Nord. Ces derniers s'étaient peu à peu accoutumés au climat rigoureux de ces régions gelées. Leur corps, endurci, prit un aspect plus rude, anguleux, une teinte froide, bleutée et pâle, qui les dissimulait fort bien parmi les étendues polaires. Brutalisés par un territoire hostile, ils devinrent grands et puissants, rivalisant en taille avec les trolls Andalari. Leur âme n'était pas moins sculptée par la rudesse de leur existence. Habitués à lutter pour chaque instant de leur existence, ils se délectaient de la souffrance et de la mort des êtres faibles. Là où les Amani luttaient pour la gloire, là où les Gurubashi convoitaient la conquête, les Dracari, eux, ne reconnaissaient que la force. Un ennemi faible n'inspirait aucun respect, un adversaire puissant méritait d'être vaincu, puis dévoré. Cannibales, ils se repaissaient de leurs ennemis vaincus. En somme, les trolls des glaces étaient parmi les peuples trolls les plus sauvages, les plus dangereux et les plus craints de tous. Parmi les tribus éparses des trolls des glaces, l'une d'entre elles prit en ampleur, assujettissant ou détruisant ses rivales. La tribu Dracari s'imposa partout où neige et glace étendaient leur emprise. Ils devinrent si puissants qu'ils joignirent le nombre réduit des clans de taille à défier les seigneurs de Zandalar. Toutefois, la défiance ne dura que tant que nulle menace ne pesait sur la race des trolls. Hélas, la destinée choisit cet instant pour abattre les ténèbres sur les peuples d'Azeroth. Un groupe de trolls imprudents brava les interdits des lois, ces divinités de la nature sauvage, et éveillèrent un être oublié depuis le tréfonds des âges, Khitix. Une immense créature au pouvoir divin sortit de son sommeil, rassembla des armées innombrables et entreprit de détruire la civilisation des trolls. Des nuées infernales d'insectes monstrueux noircirent les cieux et abattirent leur furie sanglante sur les tribus trolls. Ces dernières luttèrent férocement, mais désunies, elles n'avaient aucune chance. Les guerriers tombaient, fauchés par milliers, tandis que les hordes ténébreuses ne cessaient d'avancer. Loin, au sommet de leurs montagnes sacrées, les Andalari rassemblèrent chacune des tribus encore debout et les unirent au sein d'un empire, l'empire de Zul. Ensemble, unis épaule contre épaule, guidés par les Loa et leurs sorciers redoutables, les trolls remportèrent enfin de premières victoires. Au pied de leur cime, ils repoussèrent les assauts qui devaient les anéantir, pour de bon. Mieux, ils plongèrent leurs lames acérées dans la chair maudite de Khitix. Le démon, sérieusement blessé, se replia bien loin et abandonna ses armées. Les nuées d'Akyr s'abattirent sans plus aucune stratégie sur les rangs bien ordonnés des trolls de Zul. Bien que des torrents de sang furent versés dans ce but, les trolls clairsemèrent les flots adverses jusqu'à ce que ne reste plus qu'une poignée d'Akyr errants. Zandalar était sauve, mais les chefs n'avaient pas encore le cœur à crier victoire. Réfugiés dans leurs ruches souterraines, les Akyr reviendraient plus nombreux encore, tandis que Khitix reprenait de ses forces, loin sur sa terre d'exil. Il ne suffisait pas de défendre, il fallait repartir à l'attaque. L'empereur de Zul rassembla les plus grandes tribus, celles qui jadis avaient défié ses ancêtres. Les ambitieuses Gurubashi, Amani et Dracari se virent promettre toutes les terres qu'ils pourraient conquérir, à la condition, bien sûr, d'y affronter les légions de monstruosités qui les y attendaient. Chacun choisit une direction. Les Gurubashi choisirent les moites jungles du sud. Les Amani s'enfoncèrent dans les profondes forêts tempérées. Les Dracari, eux, accoutumés aux rigueurs glacées, s'élancèrent avec audace en direction du Grand Nord. Eux qui croyaient y trouver des légions infinies d'Akyr, ils furent surpris de découvrir les landes glacées battues par des vents presque désertes. Presque. De redoutables adversaires, les Tol'vir, se dressèrent face à eux. Ces créatures, façonnées autrefois par les titans, avaient pour rôle de veiller sur le monde primordial d'Azeroth. Mais dans leur repli, les Akyr avaient capturé une citadelle de ces Tol'vir et les avaient retournés à leur côté. Ces gardiens d'Azeroth,
craints sous le nom de destructeurs d'obsidienne, solidement armurés sous leur peau de pierre, firent de redoutables adversaires. Cependant, c'était mal connaître la férocité des trolls des glaces que de penser ces êtres de roche seraient de taille à triompher. Chaque défaite renforçait la fureur des Dracari. Ils étaient brutaux et rusés, et mirent patiemment au point d'insidieuses tactiques qui devaient renverser le cours du combat. À l'instar de leurs semblables, plus au sud, les Dracari écorchèrent les rangs de leurs adversaires et les poussèrent au repli dans leur citadelle souterraine. Victorieux, les Dracari prirent possession du territoire promis, un vaste domaine de montagnes et de glaciers aux confins septentrionaux d'Azeroth. Mais, loin des montagnes sacrées de Zandalar, cruels et brutaux, ils prirent rapidement leur distance vis-à-vis de l'empire troll déclinant et des autres tribus. Les Zandalari, les Gurubashi, et même les Amani craignaient avec raison leurs cousins des glaces, cruels et barbares. Les Dracari s'isolèrent avec grand plaisir dans les frontières glacées de leur empire de Zuldrak. Là, loin des regards, ils édifièrent une superbe cité-temple du nom de Gundrak. De tous les empires qui avaient succédé à l'empire de Zul, l'empire Dracari était probablement le plus distant et le plus silencieux de tous. Oh, bien sûr, il avait ses relations à Zuldazar, quelques ambassades tous les 6 ans, rien de plus que le strict protocole. Même les ambassadeurs étaient craints, leur carrure imposante, leurs yeux couleur de sang et leur peau teintée de glace suscitaient plus de peur que de fraternité. Plus inquiétant encore, les rumeurs terrifiantes qui les précédaient toujours. Depuis leurs confins glacés, les Dracari étaient loin des monts sacrés de Zandalar, et loin des Loa qui avaient, jusqu'alors, veillé avec grand soin sur les nations des trolls. Mais d'autres dieux sauvages habitaient les landes enneigées du Grand Nord. Il y avait Tarkoa, la Loa léopard des neiges. Elle enseigna aux trolls la férocité nécessaire pour survivre dans ces contrées hostiles. Quetzlun, la divinité serpent des vents, livra aux sorciers d'obscures malédictions dont elle avait le secret. Runok, l'ours polaire, aide les trolls à résister aux rudes rigueurs du blizzard. Ceratus, le dieu serpent, enseigna la ruse à ses ouailles. Mammoth était un Loa à l'aspect de mammouth. L'imposante créature confia sa philosophie tranquille et résiliente à ses fidèles. Le brutal Akali, divinité à la forme de rhinocéros, devint symbole de robustesse et de force. Taronja, enfin, la deuxième Loa serpent des vents, protégeait les frontières de l'empire Dracari. C'était beaucoup de Loa, mais il fallait au moins ça pour assurer sa survie sur les terres aussi difficiles. Les trolls édifièrent hôtels et sanctuaires en leur honneur, et gagnèrent leur confiance. Mais les Dracari et leurs sujets, désormais fidèles envers leur propre divinité, n'avaient plus besoin de rendre hommage aux dieux de Zandalar. Au-dessus des nobles Loa, les Dracari vénéraient d'imposantes statues de pierre, les 4 dieux oubliés, du nom de Zimabua, Zimtorga, Zimruk et Dubrajin, apportaient leur bénédiction aux trolls des glaces, communiquant par des émotions et des pensées dans l'esprit de leurs fidèles. Des confins glacés, les Dracari s'étaient éloignés de leurs frères, convaincus que quelle que soit la menace, eux seraient de taille à triompher. Et à l'inverse, les autres nations devisaient leurs cousins des confins avec plus de crainte que de fraternité. Ces bien maigres relations n'aidèrent pas les trolls des glaces à se rapprocher de leurs cousins lorsque l'empire Kaldorei entreprit de tous les soumettre. La guerre fit rage aux 4 coins de la Kalimdor primordiale. Les trolls, trop longtemps séparés, isolés les uns des autres, eurent la plus grande peine du monde à collaborer face à l'ennemi. Les elfes de la nuit et les effroyables sorciers avançaient sur tous les fronts, écrasant les légions de trolls et repoussant leurs loas sacrés. Même les confins glacés du Grand Nord ne furent pas épargnés. Les Kaldorei avancèrent jusqu'à mettre le siège devant les temples élégants de Gundrak. Ils furent probablement surpris de découvrir un tel raffinement sur les terres d'un peuple jugé si barbare, même selon les critères des trolls. Toutefois, cette admiration n'était pas celle que l'on accorde à une grande civilisation, plutôt celle, surprise timide, qui nous prend lorsque nous découvrons une termitière plus élaborée que ses voisines. Elle ne suffit à réfréner la fin de conquête des elfes. L'armée Kaldorei piétina les sanctuaires des Dracari, massacra les tribus sur le chemin et blessèrent de leurs sortilèges les Loa protecteurs. Les trolls des glaces, fidèles à leur réputation, étaient tous prêts à livrer bataille jusqu'à ce que tombe le dernier d'entre eux, jusqu'à verser la dernière goutte de sang, déterminés à emporter le plus grand nombre de leurs adversaires. Mais Zandalar choisit pour eux. L'impératrice de ces elfes, une certaine Ashara, proposa aux nobles Zandalari une paix. C'était une paix humiliante, une paix douloureuse, une de ces paix que seuls les lâches et les méprisables pouvaient signer. Et en dépit de tout le respect que les trolls des glaces pouvaient accorder aux Zandalari, cette paix était indigne du peuple des trolls. Toutes les tribus furent contraintes d'abandonner les terres que les elfes proclamaient conquises. Le temps était venu de ployer le genou,
de courber l'échine et d'accepter la défaite. Les Dracari crachaient sur ce traité. Toutefois, même s'ils avaient réputation de brutes barbares, l'honneur des trolls avait une valeur sacrée à leurs yeux. Si les Andalari avaient proclamé la fin des combats, les trolls des glaces devaient déposer les armes. L'Empire Dracari était dépossédé de ses meilleures terres. Les vallons les plus fertiles, les bois les plus luxuriants, les rivières les plus poissonneuses étaient tombées entre les mains de ces elfes arrogants. Zuldrak n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été jadis. Les Dracari, eux, se renfermèrent derrière leurs murailles. Quiconque osait pénétrer leurs terres subissait la mortelle colère des trolls des glaces. Lorsque, par la faute des elfes, les démons crevèrent le ciel, Zuldrak ne quitta pas ses provinces gelées. Lorsque la terre se brisa, que les eaux submergèrent le continent, ils virent avec dépit une autre partie de leur territoire disparaître, engloutis sous les tourbillons en furie. Mais lorsque le monde s'effondra, les Dracari ne pleurèrent pas une once des royaumes submergés. Ce cataclysme eut pour mérite d'anéantir pour de bon le méprisable empire des elfes. Les Dracari étaient désormais les maîtres d'un tout nouveau continent, qui serait un jour connu sous le nom de Norfandre. Mais si les Kaldorei avaient été dévorés par la catastrophe, les Akyr, eux, représentaient toujours une menace. Sous la roche glacée de ce continent boréal, ils avaient creusé, sculpté d'interminables galeries, des dédales infinis de boyaux et de tunnels, de cavités abyssales et de puits monumentaux. Ils couraient, par millions, sous les pieds des Dracari. Cet empire souterrain d'Azjol-Nerub guettait l'instant de faiblesse qui pourrait le rendre maître du continent gelé. Les gardiens corrompus d'Ulduar veillaient sur les hautes montagnes et taillaient en brèche toutes les tentatives trolls d'escalader les pics foudroyés. Les trolls des glaces étaient sur le qui-vive, et les ennemis n'étaient jamais bien loin. D'ailleurs, peuple brutal et cruel au sein d'une race cruelle et brutale, les trolls des glaces se retournaient régulièrement les uns contre les autres. Les terres, devenues bien trop maigres pour un peuple avide de grandeur, plusieurs tribus trolls choisirent de partir à travers le monde pour conquérir de nouveaux domaines au nom de l'Empire Dracari. Les Haches d'hiver débarquèrent au nord de ce continent que l'on baptiserait un jour Royaume de l'Est, escaladèrent les hautes montagnes d'Alterac et plantèrent leurs villages en quelques vallées isolées de ce territoire, pourtant sous domination officielle de l'Empire Amani. Toutefois, les trolls des forêts dédaignaient ces sommets stériles tapissés de givre et de neige. Les crins de givre, eux, débarquèrent bien plus au sud. Ils prirent d'assaut les imposantes montagnes de Khazmodan. Les hautes vallées enneigées n'étaient encore peuplées de personnes. Les crins de givre s'y épanouirent pendant des siècles, sans aucun adversaire, jusqu'à ce que d'étranges créatures ne surgissent des profondeurs. Les nains, puis les gnomes, assaillirent à leur tour les montagnes et repoussèrent brutalement les villages épars des trolls de glace. Forcés au recul, les crins de givre se retranchèrent au sommet des hautes cimes dans les villages solidement fortifiés. Ils n'auraient de cesse de lutter pour préserver ce bout de terre de l'appétit des nains. En dépit du lien reconstruit entre Zuldrak et Zandalar, aucun rapprochement d'ampleur ne fut jamais tenté par l'un ou l'autre parti. Les Dracari n'acceptaient aucune ingérence dans leurs affaires, tandis que les Andalari reniaient à mi-mot les liens de sang qui les unissaient à leurs frères des glaces. Des millénaires passèrent encore. L'Empire Dracari stagnait, sans grandeur ni réel déclin. Toutefois, d'étranges énergies aux parfums sépulcraux émanèrent des hauts glaciers du nord-est. Une force obscure, profondément maléfique, avait émergé parmi ces glaciers stériles que nul n'osait explorer. Un être au pouvoir terrifiant avait élu domicile sur ce continent. Un être qui se proclamait déjà roi Lich. Peu à peu, l'on vit apparaître, aux frontières de l'Empire, des silhouettes décharnées. Des trolls trépassés revenus à la vie, et qui marchaient sans repos, affamés de chair mortelle. Puis il y en eut d'autres. Des légions de Nérubiens, ces Akyr du Norfandre, surgirent de leurs caveaux. À la différence des attaques passées, eux aussi n'étaient plus de carcasses sans vie, animées par quelques énergies nécrotiques. D'effroyables épidémies frappèrent jusqu'au cœur sacré de Gundrak. Les malades sombraient en quelques heures, avant de se relever dans la non-mort et de se joindre aux cohortes infernales des armées du roi Lich, le fléau. Le peuple troll avait déjà affronté assez de périls pour se dresser face à la menace, aussi funeste soit-elle. Sans la moindre pitié, ils écrasèrent les hordes de la mort, se replièrent derrière leurs fortifications et parvinrent ainsi à sauver Zuldrak. Rares étaient les peuples qui pouvaient se targuer de tenir tête au fléau, plus encore sur le continent de Norfandre. Les morts rejetés hors du cœur de l'Empire débutaient une longue et sinistre lutte pour la survie. Le fléau n'était pas de ceux qui abandonnaient le combat. Il n'était pas de ceux avec qui l'on discute paix. C'était une masse difforme qui avançait,
encore et encore, sans repos, sans sommeil, sans peur et sans merci. Tandis que le nombre des défenseurs Dracari faiblissait, celui de leurs adversaires ne faisait que croître. C'est alors que la lutte faisait rage qu'une troupe d'étrangers, des êtres chétifs du nom d'humains, posèrent le pied sur les anciens territoires des trolls. Eux aussi venaient lutter contre ce fléau. Menés par un certain Arthas, ils avaient franchi l'océan et convoitaient désormais une relique enchantée qui devait enfin briser les rangs de la mort. Bien qu'ils partageaient le même but, les trolls attaquèrent les humains qui osaient les approcher de trop près. L'expédition humaine passa tout près de la citadelle de Draktaron, juste sous les yeux médusés des défenseurs trolls. C'est là que cet Arthas arracha l'épée d'œil-givre de son piédestal et la brandit face au flot de la mort. Hélas, l'intuition des Dracari avait été juste. Cet étranger, loin de triompher des ténèbres, laissa le désespoir et la corruption grignoter son âme. Les murmures insidieux du roi Lich pénétrèrent l'esprit d'Arthas, qui retourna sa lame contre les vivants. Un ennemi, plus terrifiant encore, venait d'émerger. Les Dracari défendirent leur terre avec hargne et désespoir. Zuldrak appela à l'aide ses tribus éparpillées en Azeroth. Les haches d'hiver répondirent à l'appel. Le clan quitta les montagnes d'Alterac, de toute façon en proie à une lutte permanente, et envoyèrent leurs meilleurs guerriers pour assister leur suzerain. Ils tinrent, année après année, au prix de toujours plus de pertes. Les morts-vivants n'étaient pas comme les Akirs. Aussi nombreux soient-ils, les Akirs avaient pu être décimés. Ces cadavres ambulants résistaient à presque tous les assauts et se relevaient, encore et encore, pour continuer la lutte. Il ne s'agissait plus de se battre pour remporter la victoire. Ce n'était même plus question d'emporter autant d'adversaires que possible. Non. D'ailleurs, il n'y avait aucun plaisir à pourfendre ces êtres désincarnés, qui ne connaissaient pas la peur ni la souffrance. Il n'y avait plus que l'honneur d'un dernier combat, que le nom des Dracari disparaisse dans l'éclat d'une gloire immortelle. Et pourtant, s'ils avaient su que le règne du roi Lich touchait bientôt à sa fin, peut-être auraient-ils trouvé assez de courage et de force pour tenir leur inexpugnable forteresse. Hélas, ils ne virent dans l'avenir qu'un océan de ténèbres. Dans cette atmosphère apocalyptique, les vieilles valeurs des trolls avaient perdu de leur superbe. Certains trolls étaient prêts à toutes les bassesses pour échapper à l'abysse. Parmi ceux-là, Dracuru toucha des sommets d'ignominie. Tandis que les expéditions de l'Alliance et de la Horde, toutes deux venues de lointains rivages pour briser les efforts du roi Lich, approchaient les murailles de Zuldrak, les trolls acceptèrent de nouer un pacte avec les autres races. Encore une fois, les vieilles valeurs avaient été ternies par la guerre, et désormais, toute aide était la bienvenue. Dracuru gagna la confiance des étrangers, avant de soudain les trahir pour déclarer dans le sang sa loyauté envers le Seigneur de la Mort. Arthas, qui avait enceint la couronne du roi Lich, ou plutôt son aume, fut également surpris par l'audace de ce troll. Il lui accorda sa confiance et lui confia le commandement des forces mort-vivantes rassemblées dans la citadelle troll de Draktaron, tombée grâce à sa trahison. Le troll félon rassembla son os impie et marcha sur ses anciens frères, déterminé à purifier Zuldrak de toute vie. Peut-être, en son esprit malade, Dracuru espérait-il rendre dans la non-mort sa gloire à l'Empire Dracari. D'autres, à l'instar de la tribu Défense de Glace, embarquèrent sur leur navire et partirent en quête d'un foyer épargné par la mort. Ils s'installèrent sur les rivages de la petite île des Berges de l'Effroi, où ils échappèrent à la tragédie qui frappait l'Empire mourant. Hélas, l'influence funeste du roi Lich s'était glissée dans les cœurs des exilés. L'île glacée, non loin des rivages du Norfendre, était peuplée de peuples redoutables. Les Mogus et les Gvaldir se disputaient déjà le peu de terres émergées. Les Défenses de Glace, dans leur lutte, puisèrent dans les énergies décrotiques pour renforcer leurs guerriers et ramener les défunts à la vie. Même par-delà la mer, leur destinée les poursuivait sans relâche. Pendant que certains cédaient à l'appel de la trahison, ou celui, assourdissant, du désespoir, les guerriers de Zuldrak luttaient sans merci contre les flots, toujours plus nombreux, des trépassés. À force de combats, les trolls parvinrent à faire tomber la nécropole de Kol Ramas. La citadelle flottante s'effondra sur la terre ferme. Mais alors que les Dracari célébraient leur exploit, des légions de Nérubiens et de morts-vivants déferlèrent hors de la nécropole brisée, bientôt suivies par d'infâmes flots de peste. Cette victoire n'avait fait qu'accélérer l'effondrement de l'Empire. Dracuru, à l'inverse, ne cessait de remporter victoire sur victoire. Ces funestes légions avaient capturé les chefs des principaux clans sous la coupe des Dracari. Le félon escomptait les imprégnés de corruption pour en faire de monstrueuses créatures.
Les forces mortelles, déterminées à détruire cet encombrant lieutenant du roi Lich, pénétrèrent sa citadelle, la nécropole de Voltarus. Quelques braves guerriers parvinrent à se faufiler jusqu'à lui, le duper et le mettre à terre. Dracuru, dominé, implora le seigneur du fléau de venir à son aide. Arthas, courroucé par sa défaite, le transperça de son épée. Le traître n'était plus. Hélas, le trépas du félon ne changeait rien à la catastrophe. Les légions du fléau avaient pris possession des faubourgs de Gundrak, la capitale. Ni les redoutables guerriers trolls des glaces, ni les puissants Loa n'étaient de taille à repousser les armées du roi Lich. Alors, de désespoir, les premiers se retournèrent contre les seconds. Si, vivants, les dieux sauvages ne se montraient plus d'aucune utilité, morts, ils pouvaient conférer un pouvoir immense aux sorciers Dracari. Depuis des millénaires, les Loa avaient protégé Zuldrak. Ils avaient guidé les chasseurs, ils avaient affermi la poigne des guerriers, ils avaient réchauffé leurs âtres lors des hivers les plus cruels. Et à présent, leurs propres enfants les traînaient sur l'autel du sacrifice. Sladran, le haut prêtre du Loa serpent Seratus, trahit et tua sa divinité. Si cet acte le révulsa, le sang du dieu nourrit le troll de ses énergies. De rage, il les déversa sur les cohortes impies, réduisant en poussière l'avant-garde du fléau. Quel qu'en soit le coup, il fallait continuer. Et le coup serait abominable. Un à un, les Loa furent capturés et envoyés sur l'autel sacrificiel. Le Loa ours Runok, maintenu en vie juste assez longtemps, succomba dans une souffrance inimaginable. Quetzlun, déesse serpent, maudit ses anciens serviteurs avant de succomber à son tour. Mamtot, le Loa mammouth, préféra choisir son trépas et disparut dans une effroyable explosion d'énergie. Les Dracari abattaient ce qu'ils avaient de plus sacré, aveuglés par le sang versé. Et pourtant, malgré tous ces sacrifices, toutes ces abominations, le fléau était toujours plus nombreux à ses portes. Seule la Loa léopard Arkoa parvint à échapper au massacre. Elle se réfugia auprès des Andalari, qui avaient déployé une mince expédition, non pour aider leurs frères du Nord, mais pour consigner leurs trépas. La Loa était à l'abri, mais ne pouvait concevoir de demeurer cachée alors que ses semblables subissaient les pires atrocités. Il demeurait encore un Loa qui pouvait être sauvé. Un seul. Le Loa rhinocéros, Akali, était tenu enfermé dans la citadelle de Gundrak, la citadelle assiégée des Dracari. Les Andalari, outrés par les horreurs dont les Dracari s'étaient rendus coupables, organisèrent une expédition jusqu'au cœur de l'antique capitale de l'Empire des Glaces. Les guerriers parvinrent à défaire les défenses de la forteresse et affrontèrent les prophètes Dracari qui s'y étaient retranchés. L'Empire des Glaces s'était éteint. Pendant 16 millénaires, les Dracari avaient veillé sur les confins gelés du Grand Nord. Ils avaient affronté les nuées des Akirs, les sortilèges d'elfes de la nuit, et tenu en échec les Tolvir. Ils avaient tenu face à la rupture du monde. Ils avaient survécu au pire blizzard. Et lorsque les légions de la mort déferlèrent sur leur royaume, ils luttèrent, si fort et si bien, que désormais, seuls résistants sur leur continent, ils tenaient les hordes infinies du fléau année après année. Mais en proie au plus obscur des désespoirs, ils choisirent d'embrasser la pénombre la plus noire. Ils trahirent leur dieu. Le sacrifice des Loa leur offrit, certes, quelques victoires éphémères. En contrepartie, cette trahison les plongea dans l'abîme. Aussi haïssables que leurs adversaires, ils succombèrent, non pas sous le flot des morts vivants, mais sous la lame de leurs propres frères. Eux qui avaient tant lutté pour disparaître dans la gloire, ils périrent dans l'opprobre. Il ne reste, aujourd'hui, plus grand-chose de l'Empire Dracari. Un ambassadeur, connu sous le nom de Malakaraz, survécut par sa présence en Zandalar lorsque son peuple sombrait dans la nuit. Il est le dernier survivant connu de la tribu souveraine. Il paraît que, parmi les cohortes de morts-vivants qui errent sur les ruines de Zuldrak, une poignée de survivants aurait échappé à la tragique destinée des Dracari. Isolés, ensevelis par la mort, même la formidable adaptation des trolls ne semble plus en mesure de les sauver. Mais, dans l'ombre de l'Empire des Glaces, de petites tribus ont survécu. La tribu Hache d'Hiver, jadis retranchée entre les sommets d'Alterac, fut confrontée à la venue des orques du clan Loup de Givre, venus chercher la paix dans cette vallée isolée. Puis vinrent les nains Foudrepique, attirés par les richesses minières inexploitées sous la montagne. Les trolls des glaces n'avaient rien à redire à l'évocation de bonnes batailles. Ils auraient dû être heureux de la venue de nouveaux adversaires à affronter. Hélas, submergés par le nombre de leurs ennemis, ils furent forcés à des replis humiliants. Puis,
Alors que loin en Orphandre, leur suzerain reculait à son tour sous les flots de morts-vivants, ils envoyèrent leurs meilleurs guerriers au secours de Zuldrak. Le chef des Haches d'Hiver, Korak, conscient de la menace qui pesait sur son peuple s'il laissait ses membres les plus fragiles dans la vallée, exila sa tribu. Lui s'en alla aux côtés de ses meilleurs guerriers pour assister les armées des Dracari. Il y succomba. Quant aux autres, nul ne sait où ils partirent. Peut-être escaladèrent-ils de plus hauts sommets, ou peut-être franchirent-ils les océans en quête d'une île inexplorée, comme le firent la défense de glace. Dans tous les cas, leur représentation à Zuldazar affirme qu'ils existent encore, quelque part. D'ailleurs, ils participèrent au sacre de la reine Talanji, et lorsque vint la question de la Horde, les Haches d'Hiver, fidèles à leur tradition, s'opposèrent vivement à toute association avec d'autres races que les trolls. Quelque part, en un endroit inconnu, la tribu se reconstruit probablement. En Dunmorog, la tribu Crin de Givre, malmenée par ses nains envahissants, continua de résister depuis ses villages retranchés. Parfois, lorsque les armées de Forgefer étaient occupées sur les lointaines frontières du royaume, ces trolls surgissaient de leurs villages pour piller les vallées en contrebas. Lors de l'un de ces raids, ils brisèrent les rangs de la garde royale et oxyrent la reine Eemehar, épouse de Magni Barbe de Bronze, alors souverain du royaume des nains. L'inénarrable colère des nains s'abattit sur la tribu. De nombreux guerriers de valeur périrent, mais cette victoire sans lendemain rehaussa le moral des trolls assiégés. Lorsque les Trogs surgirent de leur caverne et envahirent le royaume nain, déjà fortement affaibli par la récente invasion de la Horde des Orques, les Crins de Givre saisirent l'occasion pour reprendre leur domaine jadis volé. Ils assaillirent forts et villages, massacrèrent sans pitié tous les nains et les gnomes sur leur passage, mêlant à la neige un profond sillon de sang. Hélas, le Sénat de Forgefer parvint à mobiliser le peuple nain, et, une fois encore, son proverbial courroux s'abattit avec fureur sur les trolls. Une fois encore, passé une victoire éphémère, les Crins de Givre, humiliés, devaient se replier sur leur sommet. Affaiblis par la perte de leurs meilleurs guerriers, les Crins de Givre subirent de plein fouet l'assaut des Trogs. Ils luttèrent avec la férocité caractéristique de leur peuple, mais trop de combattants de valeur tombaient pour sauvegarder quelques arpents de neige. Le chef lui-même périt, submergé par les Trogs. Désemparés, les survivants désignèrent l'un de leurs guerriers les plus redoutables pour succéder au chef défunt. Batok, le berserker, organisa le repli de son peuple en un surplomb plus stratégique, d'où il organisa de sanglants assauts contre les nains du village de Karanos, en contrebas. Hélas, c'était une fois encore sans compter sur la férocité des nains, bien comparable à celle des trolls. Batok, aussi brutal soit-il, périt à son tour. Si la force des armes ne pouvait apporter la victoire à la petite tribu, alors peut-être que la ruse et la sorcellerie pourraient amener à de meilleurs résultats. En bien piètre posture, la tribu accepta avec empressement la proposition du prophète Zul, émissaire des Andalari, qui leur promettait un retour à la gloire et à la grandeur. Ekima le sage, prêtre Zandalari fidèle envers Zul, réorganisa le clan décimé. Guidés par leur nouveau chef, les sorciers trolls versèrent le sang en sacrifice à un puissant élémentaire. En échange, cet être divin déversa sur les montagnes une tempête surnaturelle qui devait couvrir l'avancée des armées trolls. Cette fois, les nains ne parvenaient pas à arrêter l'attaque, et se préparaient au repli. Mais voilà, Forgefer n'était pas seule. Elle faisait partie d'une grande alliance qui comprenait d'autres nations tout aussi puissantes. Les Crins de Givre, eux, ne pouvaient compter que sur une poignée de Zandalari. L'Empire Dracari qui, jadis, leur assurait protection, s'était éteint. Face aux forces combinées des nains et des humains, même la tempête d'Ekima ne pouvait sauver les Crins de Givre. La reine Moira de Forgefer et le roi Variant de Hurlevent chargèrent au cœur de la mêlée, oxyrent le chef et mirent un terme au rituel. Dispersés, les Crins de Givre disparurent dans les montagnes, plus faibles que jamais. La force avait échoué. La magie des Andalari n'avait pas remporté plus de résultats. Alors, certains d'entre eux firent appel à des forces plus sinistres, comme leur suzerain avant eux. Lorsque les démons envahirent Azeroth, des Crins de Givre se rallièrent aux hostes démoniaques, sans plus de succès, sans surprise. Les Crins de Givre, peu nombreux, subsistent encore entre les cimes isolées de Dunmorog. Ils harcèlent encore les caravanes, les voyageurs et les patrouilles isolées des nains, mais ne représentent plus la menace qu'ils étaient autrefois. À Zuldazar, leurs émissaires soutinrent la succession de la princesse Talanji, mais à l'instar de leurs semblables Haches d'Hiver, combattirent avec véhémence toute association avec la Horde.
Ce n'est pas pour rien que les trolls Dracari parvinrent à tenir en échec les légions de la mort sur leur propre continent, au pied de la citadelle du roi Lich. Certes, ils furent progressivement chassés de la plupart de leurs terres, dans la désolation des dragons, les Grisonnes ou le fjord hurlant, mais le cœur fortifié de Zuldrak, lui, était d'un tout autre défi. Plusieurs rangées de fortifications et de cimes infranchissables protègent le foyer de cet empire des glaces, seulement percées par quelques lourdes portes fortifiées, de véritables forteresses dont la prise coûta d'innombrables guerriers. À l'ouest, Jinta Kalar. Des interrogations pèsent quant à l'origine de son nom, qui semble faire référence au chef Amani Jinta, preuve peut-être de plus grandes relations avec les autres empires des trolls. À l'est, Drakatal pourrait se traduire « temple des Dracari ». Sanctuaire ou non, avant que le fléau ne l'engloutisse, elle veillait farouchement sur le flanc sud de Zuldrak. Et au centre de ce rempart, l'imposante forteresse de Draktaron coordonnait la défense du foyer des Dracari. Cette citadelle était le point crucial que le fléau ne put faire tomber que par la perfidie et la trahison. De l'autre côté des murs, ne reste plus de l'immensité Dracari que la petite cité de Zeb Alak et son antique pyramide. Ultime avant-poste en dehors de la protection de Zuldrak, ultime défi lancé à tous ceux qui assiégeaient l'empire des trolls. En plus des murailles extérieures, Zuldrak est pourvu de rangées supplémentaires de remparts en son propre sein. Les bastions de Zolmaz et, au centre, de l'amphithéâtre de l'angoisse, veillaient à assurer une seconde ligne de protection si les défenses extérieures venaient à tomber. Jadis, l'influence des Dracari s'étendait bien au-delà des fortifications de Zuldrak. Le fléau les obligea à se renfermer à l'intérieur de leurs murailles. Cette vaste contrée retranchée était toutefois déjà densément urbanisée. Une multitude de petites cités abritaient l'élite de la civilisation Dracari, dans de sublimes palais de pierre. Ebvalok, Zolheb, Drak-Sotra étaient autant de villes notables protégées par la grande enceinte de Zuldrak. La dernière, Drak-Sotra, était d'ailleurs responsable de la production agricole de l'Empire. Car si les trolls sont avant tout des chasseurs-cueilleurs, ils ne sont pas ignorants du travail de la terre. Sur ce point, ces trolls ont fait preuve d'une ingéniosité rarement égalée en Azeroth. Et il en fallait au moins autant pour ensemencer la terre gelée du Norfandre. Loin de leur réputation de brutes barbares, ils dressèrent de complexes réseaux d'aqueducs pour abreuver les bassins cultivés. Preuve de l'amour des trolls pour la géométrie et le grandiose, et aussi pour les escaliers interminables, les Dracari percèrent Zuldrak de larges et longues avenues rectilignes qui, depuis les portes fortifiées, convergent toutes vers le cœur de Zuldrak, la citadelle-temple de Gundrak. Cette capitale fut astucieusement édifiée en surplomb de l'océan, dans les confins de Zuldrak, au plus loin de ses portes et des menaces potentielles qui ne manquaient point. Le superbe sanctuaire qui s'y élève droit vers le ciel boréal témoigne du raffinement passé de la civilisation Dracari. En bon peuple troll, les Dracari rendent bien sûr un culte à une multitude de divinités. Les lois sont mises à l'honneur à travers une constellation de sanctuaires sur tout le contour de Zuldrak, comme pour ajouter aux murailles une protection sacrée. Seratus, le Loa serpent, et son confrère Runok, l'ours polaire, gardent le nord. Mamtot, dieu mammouth, Quetzlun, divinité serpent des vents, et Arkoa, léopard des neiges, gardent quant à eux les limites orientales et méridionales de Zuldrak. La citadelle de Draktaron, elle, était le bastion du Loa Taranja, serpent des vents également. Cette ceinture divine devait repousser les assauts des forces ténébreuses qui teintent les récits des sorciers vaudous. Hélas, au moment de leur chute, les trolls tournèrent le dos à ceux qui devaient les protéger. Le sang des dieux corrompit l'âme des Dracari, précipitant leur trépas. À la différence des autres nations des trolls, les enfants des glaces ne pouvaient compter que sur l'appui des Loa. En plein centre de Zuldrak, le long des grandes avenues, ils dressèrent de hautes effigies de pierre dédiées à de mystérieuses divinités. Du nom de Zimagua, Zimtorga ou Zimruk, elles observèrent, immobiles, le déclin et le trépas de ceux qui les avaient édifiés. Zuldrak, c'est le témoignage d'une civilisation brillante et millénaire qui érigea les plus hautes murailles pour que rien ne puisse jamais l'ébranler. Une civilisation qui éleva de somptueux autels à leur divinité, pour que jamais les cieux ne les abandonnent. Et en effet, les légions de la mort elles-mêmes s'écrasèrent contre les murailles de pierre. Pourtant, il était une chose cruciale que les Dracari avaient oublié de fortifier. Lorsque la peur et la colère corrompirent leur âme, ils succombèrent, pourris de l'intérieur. Ni leurs murailles, ni leurs temples ne purent les sauver, car ce sont eux-mêmes qui les abattirent. Toutefois, par ces ruines monumentales laissées comme une empreinte de pierre, leur civilisation, elle, survécut à leur trépas.
Les trolls des glaces étaient les plus robustes et les plus féroces de tous les trolls. Des 4 empires, l'empire Dracari était le plus solide. Forgé par les glaces, forgé par les épreuves, sculpté dans le blizzard, il devait surmonter tous les obstacles. Mais aucun empire ne peut survivre lorsqu'il détruit les fondations sur lesquelles il repose. Lorsqu'il ordonna à ses grands prêtres de verser le sang de leur dieu, il signa la fin pour son peuple, bien avant que la mort n'eût refermé ses crocs sur Gundrak. Aujourd'hui, quelques tribus subsistent encore, dispersées dans les montagnes. L'Empire des Glaces, lui, n'est plus. Des ruines balayées par un vent de givre, un témoignage de ce qui survient lorsque le désespoir finit par l'emporter sur la foi. Merci à vous qui m'avez écouté jusqu'à la fin de mon récit. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à donner un peu de force à la vidéo par un like, un boost si vous êtes sur mobile, il paraît que ça aide, et pourquoi pas donner votre avis en commentaire. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres histoires en Azeroth et, qui sait, partager à vos amis curieux de Warcraft. Nous poursuivrons notre aventure la semaine prochaine, nous ferons cap vers l'autre extrémité du monde. Et en attendant, portez-vous bien.